Dans la réalité, j'ai eu 64 nœuds de vent. Et la hauteur de vague, je ne peux pas mesurer, mais c'était impressionnant. Mais en fait, c'est une bonne chose que j'ai fait ça parce que ça m'a montré et j'ai expérimenté que ces bateaux sont tellement marins, avec des petites voiles et même les vagues déferlant. Le bateau, c'est comme un bouchon d'une bouteille de vin qui reste sur la flotte en haut toujours. Et je me suis senti, au bout de quelques jours, je me suis senti vraiment très, très sain. Dernière question avant de passer au vôtre. Sur la solitude, le fait d'être seul à bord, ça n'a pas forcément été facile il y a 4 ans. On a l'impression que tu as mieux vécu humainement ce tour du monde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Oui, ça c'est vraiment une bonne surprise et ma petite victoire toute personnelle pour moi d'avoir un peu passé le cap de souffrir autant comme dans le dernier Vendée où j'ai vécu des moments de stress. J'ai vraiment mal vécu la dernière fois le sauvetage de Kevin ou grimper dans le mât. J'ai eu plusieurs jours de tension en moi après. Et là, en fait, chaque fois que j'ai des trucs à gérer, je prends presque un plaisir de me sentir serein, même en haut du mât. Il y avait un coach qui m'a appris une technique de respiration. Je me rappelle un petit peu, je prends une respiration profonde et je me sens à l'aise. Donc ça, c'était vraiment une belle victoire personnelle. Merci. Boris, les questions dans la salle ou... Ok, il y a une question là-bas. Encore félicitations Boris, TV Monaco. Raconte-nous un petit peu les moments qui t'ont marqué dans ce Vendée Globe durant ces 80 jours, les meilleurs et les pires également. Donc, magique, c'est des moments, quand on voit la lumière passer comme là, on voit dehors la fenêtre avec ces belles rayons de lumière dans le sud, parce que c'est tellement rare. On a parfois plusieurs jours à filer où c'est juste gris et quand tu mets la tête dehors ou tu regardes à travers la fenêtre et tu vois un peu la lumière venir, c'est souvent le soir ou le matin. Pendant la journée, souvent, ça reste complètement couvert. Et donc, ces impressions de nature qui changent toujours les couleurs, toujours les couleurs de la mer, mais aussi du ciel, les albatros, d'autres oiseaux qui accompagnent le bateau, plus si on est proche des îles, comme les îles Crozet. Et là, quelqu'un m'avait proposé de prendre contact avec la base scientifique sur les Crozet. On a fait une belle échange pendant 45 minutes sur la VHF. J'ai parlé avec plusieurs scientifiques sur l'île qui sont là pendant plus qu'une année tout seuls sur l'île, complètement isolés. Donc, il y a plein de moments vraiment inoubliables pendant ce Vendée Globe. Ton Vendée Globe, c'est de la compétition, mais également, tu récoltais des données scientifiques durant tout le long. Explique-nous un peu ce que tu as fait. On a continué un projet qui a commencé en 2018 avec un laboratoire automatisé à bord qui récolte des données avec l'eau qui est pompée à travers la quille et ensuite à travers les capteurs. Et aujourd'hui, on a enregistré les bases de données pour les données précises de CO2, le taux de CO2 dans les mers du Sud, partout dans les mers, mais ces données sont tellement rares dans les mers du Sud. Et aujourd'hui, c'est la contribution la plus grosse pour ce sorte de données. Et les scientifiques qui travaillent sur ces sujets d'échange océan-atmosphère et le réchauffement climatique et l'impact sur l'océan, mais aussi l'importance des océans pour notre futur, de toute cette compréhension peut être améliorée avec ces données. Donc c'est une grande fierté de mener ça. Et oui, ça, on a continué, on a encore fait cette fois-ci. Dernière question, et je laisse mes confrères parler. Tu as commencé à en parler justement de comparer ton premier Vendée Globe et ce second Vendée Globe. Si tu fais une comparaison au niveau mental aussi, qu'est-ce que tu en tires de cette deuxième édition pour toi? Oui, je pense que dans le premier Vendée Globe, j'ai eu des moments... Je pense qu'il était plus simple au niveau météo, compétition. La compétition était moins intense, la flotte était moins forte. Le grand scénario météorologique a fait regrouper toute la flotte dans l'océan Pacifique la dernière fois, qui nous donnait tous l'opportunité d'arriver, les premiers 8 bateaux en 8 heures ici, le 28 janvier
2021. Et cette fois-ci, il y avait beaucoup de choses qui ont été plus compliquées. Et malgré ça, j'ai mieux vécu. J'ai pris plus de plaisir. Et je restais plus calme et un peu plus serein. Et j'aurais pu continuer encore 100 jours de plus, presque. Donc ça, c'est une petite déception sur le niveau sportif. J'ai espéré d'être plus haut dans le ranking, mais en fait, c'est plus important de bien vivre cet exercice et de pouvoir me dire je peux continuer ce métier. Je n'ai pas vécu en trauma d'être vraiment trop stressé pendant encore en Vendée Globe, mais au contraire, là, j'ai vraiment pris plaisir et c'était vraiment une très belle aventure. Merci. Peut-être pour faire la suite avec cette question, une question de Thibaut Parra de Monaco Matin. Est-ce que tu pourrais te lancer dans un troisième Vendée Globe et que le team Alysia pourrait t'y accompagner? Oui, je pense c'est définitivement un grand rêve de revenir, de continuer ce qu'on fait. C'est tellement addictif et fascinant. Je rêve de continuer. On va continuer, ça c'est sûr, et on va travailler, tout faire, tout donner encore avec l'équipe, la magnifique équipe Malizia pour y être en 4 ans. Ça s'applaudit. Jacques Guyader pour Ouest France. Bonjour Maurice. Ton bateau, on sait, avait été plutôt conçu et dessiné pour être très performant dans les mers du Sud. On avait pu en voir un bel échantillon sur The Ocean Race. Est-ce que là, les performances de ton bateau t'ont satisfait à la hauteur de ce que tu espérais pour cette traversée du Grand Sud avec beaucoup de portants J'ai pas eu vraiment les options, les opportunités de démontrer le bateau, je ressens. Parce que le bateau est vraiment à l'aise dans la brise, dans les vagues au portant, mais j'ai pas eu beaucoup ces conditions-là. Donc tout l'Indien, c'était du reaching dans une mer assez modeste, sous J2 ou J3, parfois J0. Vraiment, là, tu prends un bateau complètement tendu, tu vas mieux. Et donc, ça ne m'a pas apporté de bénéfices. Dans le Pacifique, ça allait pas mal. Et j'ai quand même fait le deuxième plus rapide indien. Donc ça, c'était des bonnes conditions quand même, mais pas des conditions pour vraiment gagner sur les autres. Et dans le Pacifique, pareil. Donc, je n'ai pas retiré bénéfice de mon bateau suffisamment pour vraiment assurer d'être avant-poste dans l'Atlantique, dans la remontée. Quand même, mais j'ai quand même gagné. Donc, j'ai quand même gagné dans le Sud. J'étais plus à l'aise, moins stressé. Quand j'ai échangé avec les autres qui ont été à côté, c'était souvent un peu la guerre. Et moi, c'est là où je suis à l'aise. Et où eux, ils sont un peu plus à l'aise dans les transitions sur mer plate, dans les vents moyennes, où leur bateau file peut-être un peu plus facilement, mais ça, on va encore améliorer sur notre bateau pour la suite. Je peux reposer une autre question. On sait que tu as déjà mis en projet la construction d'un nouveau bateau pour le prochain cycle. Est-ce qu'il sera dans cet esprit-là aussi ou est-ce que ce sera un bateau plus polyvalent ou un bateau encore plus adapté à l'équipage selon ton programme de course? Donc pour le futur, il y aura aussi un deuxième bateau, un sister ship de celui-là qui est mis en œuvre par Armel Tripon. Donc on est très curieux de voir ça, il est un peu modifié. On a aussi des grands foils pour ce bateau. Déjà, on a démontré des belles performances sur les 2 transats l'année dernière. Je n'ai pas osé les amener dans le sud sur le Vendée Globe, donc ça m'a un peu pénalisé de ne pas avoir ces beaux foils. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel à explorer avec ce bateau. On va continuer cette saison avec les courses Tour de l'Europe et d'autres courses. Et le bateau aura une belle suite, ce qui est déjà programmé pour les prochaines années. Donc je suis très fier de ce projet, de ce bateau.
Et oui, avec l'équipe, on travaille sur la suite, sur d'autres bateaux, sur d'autres projets pour nous. Et l'évolution des IMOCA, c'est potentiellement des bateaux un peu plus étroits, plus polyvalents. Là, on est un peu dans l'extrême d'un bateau tolérant. Et on va peut-être subir et accepter un peu moins de tolérance et un bateau un peu plus exigeant qui va être plus à l'aise dans certaines fenêtres météorologiques. Merci. D'autres questions pour Boris ? Peut-être une question en français encore. Tu as fait partie de ceux qui ont le plus navigué pendant les 4 ans. C'était ton 3e tour du monde en 4 ans. Le Vendée Globe, The Ocean Race, le Vendée Globe à nouveau. Est-ce que c'est ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut naviguer autant pour être aussi fort sur ce support ? Oui, j'avais fait un peu ce pari. Je me rappelle d'avoir parlé avec le président de la classe, Antoine Mermont, après le dernier Vendée. Je lui ai demandé, comme on est amis, on s'échange beaucoup, et je lui ai demandé qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire mieux pour mon prochain cycle. Il m'a dit, si tu fais The Ocean Race bien, tu vas être bien éprouvé, tu vas être au top sur le Vendée. Et nous deux, on a un peu espéré de faire aussi la publicité pour le The Ocean Race, pour mettre tous les participants du Ocean Race sur le podium du Vendée Globe. On n'a pas complètement réussi ce pari. Quand même, on a vu que Paul Meyer, il a fait un super Vendée Globe, certainement aussi grâce à cette expérience supplémentaire de son Ocean Race en équipage. Et on a vu que Seb Simon, il a fait un super podium sur le Vendée Globe. Je pense qu'il a peut-être aussi pu profiter d'un bateau qui était éprouvé sur ce long course, qui a gagné The Ocean Race, donc qui est un bateau assez abouti. Donc je pense que le binôme ces deux courses dans le futur, ça peut encore nous amener vers des belles performances. Au moins on espère, et on va continuer dans cette voie. Top, on va continuer avec des questions en allemand, je crois. Yes. Oui, je vais l'essayer en français. Boris, après l'expérience de 2 Vendée Globe, surtout la deuxième, est-ce qu'il y a quelque chose pour la troisième qui pourrait être un truc ou quelque chose comme ça qui pourrait te surprendre? Gibt es das, was dich überraschen könnte für die dritte? Alors ça, c'est magnifique. Chaque jour pendant Vendée Globe est différent. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, du mauvaise ou de la bonne surprise. Et chaque jour, il y a des surprises dans le classement, dans les fichiers, dans les détails techniques du bateau. Et même dans les ressentis à bord. Moi, j'étais positivement surpris de moi-même pendant ce Vendée Globe, et un peu négativement surpris de mon résultat final. Mais ça, c'est le Vendée Globe. C'est vraiment quelque chose, c'est la nature même de l'aventure, qu'on ne sait pas qu'est-ce que nous attend là dehors, et chaque jour est une surprise et une aventure. On va continuer en anglais, en allemand. En allemand. Oui, on m'entend. Donc la beauté du Vendée Globe, c'est aussi d'avoir donc des internationaux. Donc on va continuer en allemand. C'est l'occasion de s'entraîner un peu sur ce qui reste. J'ai une question en ligne. Hallo zusammen, erstmal kurz eine Sequenz auf Deutsch. Boris, wir haben eine Frage von Tati von der dpa und Yacht. Sie sagt, deine Geschichte mit der Vendée Globe ist noch nicht zu Ende. Du willst wiederkommen und weitermachen. Gibt es bereits Erkenntnisse, die du aus Beobachtung deiner und der Leistung anderer Teilnehmer mit auf den Weg zur dritten Vendée Globe nehmen willst? Ja, ich habe viel gelernt bei dieser Vendée Globe über mich, über das Boot, über unseren Sport. Und Segeln ist ein Sport der Erfahrung, wo Erfahrung zählt. Und ja, man hofft, je weiter man geht, desto mehr kann man die Erfahrung auch umsetzen in gute Resultate. Also müssen wir einfach nochmal weitermachen. Habt ihr vielleicht noch Fragen auf Deutsch im Raum oder seid ihr rundum zufrieden? Alles gut? Dann hätte ich sonst noch eine Frage. Wie fühlt es sich, wieder an Land zu sein? Ja, große Erleichterung. Die Last auf den Schultern, für das Boot verantwortlich zu sein, und die Sicherheit ist eine große Erleichterung, die abgeben zu können. Das Boot ist angebunden und ruht hier am Steg, und jetzt freue ich mich wieder in die Welt zurückzukehren nach 80 Tagen Isolation, und mein erster Tag an Land dieses Jahr hier heute
den heute hier voll auszukosten. Was wäre denn der schwierigste Moment auf See für dich? Also ich glaube, der Anfang war relativ schwierig, so ungefähr eine Woche vor der Passage von Kap der Guten Hoffnung, als ich konnte schon einige Tage absehen, dass die Führenden sehr viel Vorsprung gewinnen werden, weil sie mit diesem schönen kleinen Tiefdruckgebiet abdüsen in den Southern Ocean und ich das recht früh dann verliere. Und das war natürlich ein grimmiger Ausblick, aber in dem Moment, wo ich dann wirklich halsen musste und in der Flaute rumhing und die anderen mit 25 Knoten Durchschnitt weitergedüst sind, das war keine so ganz einfache Zeit. Was hast du in den nächsten Wochen vor? Das weiß ich nicht, da muss ich Holly nachher fragen, was ich die nächste Zeit machen muss. Okay, sehr gut. Es war noch eine Frage, ja? Ja, ich hätte auch eine Frage. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Also Sie haben uns die letzten 80 Tage total fasziniert und das Rennen, was Sie abgeliefert haben, ist wirklich bewundernswert. Ich hätte 2 Fragen. Die erste Frage ist, wie war die letzte Nacht auf dem Meer quasi, noch nachdem Sie dann schon über die Ziellinie gefahren waren und trotzdem hier nicht reinkommen konnten? Und die zweite Frage wäre, ob Sie es für wahrscheinlich halten, dass der Rekord von Charlie Dallaert irgendwann gebrochen werden könnte, weil es ja eigentlich ein perfektes Rennen war. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der Rekord irgendwann gebrochen wird, aber das kann durchaus mal 10 oder 20 Jahre dauern. Man sieht ja auch den Jules Verne-Rekord von Francis Joyon, der jetzt schon seit 2017 hält, also bald auch schon fast sein 10-jähriges Jubiläum hat, obwohl die Boote sich extrem weiterentwickeln und insofern gehört einfach viel Glück dazu, dass man über die gesamte Distanz einer Weltumsegelung positive Wetterfenster und Möglichkeiten aneinander reiht, um so eine Zeit hinzukriegen. Ja, ich kann mir vorstellen, der Rekord bleibt eine Weile bestehen, aber irgendwann wird auch der sicherlich gebrochen werden. Und ja, die letzte Nacht auf See war eigentlich zum Glück ganz halbwegs entspannt, weil wir den stärksten Wind dieses Tiefdruckgebiets, was auch noch recht aggressiv war, der hat sich südlich und etwas westlich abgespielt. Wir hatten nachts keine zu starken Winde, keinen zu starken Seegang und mein Team konnte sich per Internet mit dem Boot verbinden, etwas mir über die Schulter gucken, ich konnte ein bisschen schlafen und insofern hat sich das gut bewährt, hier nach der Ziellinie jetzt auf sichere Bedingungen für die Einfahrt in den Hafen zu warten. Gibt es vielleicht noch im Raum eine weitere Frage auf Deutsch? Ansonsten hätte ich hier noch eine im Chat, und zwar von Marek Zwirk vom Portal Nowy Zagel. Sorry, wenn ich das falsch ausspreche. Gibt es schon Pläne für die dritte Vendée? Und sie meint damit vor allem entsprechende Finanzierung. Also wie konkret sind sozusagen die Pläne? Oder ist es ein Traum? Ja, es ist erstmal noch ein Traum, es ist nichts offiziell, insofern wir arbeiten dran, aber ich glaube, wir sind als Team in guten Startpositionen, um da auch erfolgreich weiter zu blicken in die Zukunft. Okay, danke Boris. Und Merci Boris. Est-ce qu'il y a d'autres questions en français? Alors, vous êtes du public ou on va peut-être avoir la chance, on va peut-être en offrir une au public. On peut l'applaudir le monsieur, ce sera la seule. Vous avez une pression de dingue. Oui, bravo Boris. Une question, pensez-vous que la dernière génération des IMOCA est un petit peu, devient un petit peu excessive par rapport à la machine dépasse un peu l'homme? Je veux dire par là, au niveau du bruit, au niveau des vitesses, est-ce que vous arrivez est-ce que l'homme va pas être un petit peu dépassé par rapport à la machine? Est-ce que dans la nouvelle génération, on aurait tendance plutôt à pour que ça soit un peu plus vivable au niveau du bruit, au niveau de tout, vous pensez que si on évolue comme ça, au-delà de 30 nœuds pour un monocoque, pour toutes les mers du monde, on aurait tendance à lever un petit peu le pied ou voir les matériaux un petit peu différents, je ne sais pas.
Oui, je pense qu'on peut s'habituer à beaucoup de choses. Donc, on a vu les vainqueurs de ce Vendée Globe qui ont retenu des cadences super élevées et qu'ils ont bien géré. Après, je pense que le bateau ne dépasse pas l'homme. Donc, on a vu que ces marins excellents, ils ont géré. Mais c'est la question comment est le ressenti et la vie marin à bord. Est-ce que c'est encore de la joie? Est-ce que c'est juste la guerre et on se fait secouer dans tous les sens, ou est-ce que c'est encore la joie? Et je me rappelle d'avoir navigué sur des bateaux plus longs où j'arrive même de peut-être écrire un petit journal à la main, où ça c'est complètement impossible. Je ne peux pas écrire quelque chose dans un journal sur un bateau comme ça. Je ne peux même pas taper avec un clavier en texte parce que ce n'est pas possible, parfois même pas possible sur le téléphone. Donc on fait des messages vocaux parce que ça bouge trop. Et donc, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ma carrière de navigateur sur 6 tours du monde, c'était parfois aussi le côté romantique, d'écrire un peu ce que je fais, de l'écrire, d'être là, de rêver, de voir la mer. Et ça, on fait de moins en moins. On est à l'intérieur du bateau, d'une machine qui nous fait taper, qui nous tape. On se bat avec cette machine parfois, on a l'impression. Mais c'est notre choix. On est attiré par la fascination de ces potentiels qu'on peut dévoiler avec ces machines. C'est complètement inspirant pour moi de voir la performance du premier de ce Vendée Globe, de voir l'enchaînement possible de plusieurs systèmes et au final, ça peut, si tu fais le compte au bout de 62 jours, il a fait 4 jours, 60 combien Charlie 64 jours, si tu fais le compte, tu as déjà 16 jours de moins où tu te fais taper dessus parce que ton bateau va plus vite. Donc, est-ce que c'est peut-être mieux? Je ne sais pas. Ça peut être mieux même. Aussi, avec ces vitesses, ça t'évite de faire des trajectoires pour éviter des tempêtes peut-être plus facilement. Donc, il y a aussi beaucoup de positifs et tout simplement, au près, les bateaux sont plus agréables que les bateaux à dérive parce qu'ils amortissent les chocs avec les vitesses élevées. Ils volent sur les vagues au près et c'est beaucoup plus agréable qu'un bateau à dérive qui tape contre la mer à 11-12 nœuds de vitesse. Et nous, avec les foilers, on peut aller à 15 à 20 nœuds de vitesse au près, ce qui est complètement hallucinant et le bateau est beaucoup plus agréable. Donc non, ce sont des belles machines et il faut pas mettre en frein, il faut aller vers l'avant, il faut mettre encore de l'innovation et on va encore travailler pour rendre ces bateaux encore plus agressifs. Merci et bravo Boris. Bravo pour un tour du monde en 80 jours. Merci Boris.